Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du lundi 10 mai 2021 en mode mesure de distanciation sociale. Nous sommes en mode hybride, donc avec des gens dans la salle présents ce soir et certains en ligne aussi. La vidéo sera disponible comme depuis les derniers mois sur le site web de la Ville. Là, dès les prochains jours, les gens pourront consulter. Donc, je vais y aller avec la lecture. On va peut-être juste mentionner que, compte tenu des mesures, présentement, on doit tenir les rencontres en présentiel, mais on se doit d'avoir les masques aussi en tout temps. Donc, c'est pour ça le look différent. Donc, en point 1, on a la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En point 2, l'approbation du procès-verbal en 2.1 de la séance ordinaire du 12 avril 2021. 2.2, séance extraordinaire du 20 avril 2021. 3, dossier de la mairie. 3.1, correspondance. 3.2, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 4, dossier de la direction générale en 4.1, politique de dons effectués pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021. 4.2, demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique de la Fondation Mira. 4.3, achat de voiturettes pour le golf de Carleton-sur-Mer. 5, dossier de la trésorerie. En 5.1, on a les comptes à payer au 30 avril 2021. 5.2, les états des activités de fonctionnement de la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, au 31 mars 2021. 5.3, état des activités de fonctionnement au 31 mars 2021. Cette fois, c'est pour l'ensemble pour la Ville. 5.4, demande de variation budgétaire 2021-01. 5.5, modification du budget de l'OMH Carleton-Saint-Omer. 5.6, changement de responsable au contrat du régime d'épargne retraite collectif. 5.7, affectation de l'aide financière 2020 du ministère des Transports pour l'entretien des chemins à double vocation aux activités de fonctionnement 2021 pour les travaux sur la route Saint-Louis. 6, dossier du greffe. 6.1, approbation du règlement d'emprunt 2021-01 de la Régie des intermunicipales de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, décrétant une dépense n'excédant pas 7 15 000 $ et un emprunt du même montant pour l'acquisition et la prise en charge du lieu d'enfouissement technique situé dans la municipalité de Saint-Alphonse et propriété de cette dernière. 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 27 avril 2021. 7.2, demande de PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un chalet sur le lot 6 390 536. 7.3, demande de dérogation mineure au 703 boulevard Perron, le lot 3 547 469. 7.4, conditions de vente des terrains du quartier Espace Nature sur la rue Como. 7.5, adoption du règlement 2021-441 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping avec modification. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, implantation de la Héronnière dans le Bourg acadien, entente de la répartition des coûts. 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, projet de rénovation du centre de plein air Les Arpents Verts. 9.2, marathon Baie des Chaleurs, édition 2021, appui et services techniques. 9.3, octroi de contrat pour une offre de service ARPO, groupe conseil, plan et devis et surveillance des travaux. 9.4, octroi de contrat Pierre Bourdage architecte, offre de service professionnel en architecture pour l'élaboration des documents de construction concernant le projet de rénovation du centre Léopold-Leclerc. 9.5, autorisation événement extérieur, festival Bleu-Bleu. 10, dossier des travaux publics, il n'y en avait aucun ce soir. 11, dossier de la sécurité publique. En 11.1, on a une entente pour le partage d'un système de communication radio avec la centrale des appels d'urgence de l'Est du Québec et facturation aux utilisateurs. 11.2, utilisation du flash vert clignotant pour les pompiers à temps partiel. 11.3, adoption du rapport annuel 2020-2021 à sécurité incendie de la Ville de Carleton-sur-Mer. 12, prochaine rencontre du Conseil. Dans les autres sujets à 13, on aurait un autre sujet qu'on ajouterait ce soir, 13.1, qui est autorisation pour avoir un représentant de la Ville lors de l'Assemblée générale annuelle, l'AGA de Tourisme Gaspésie. Prochaine, 14, tour de table du Conseil, 15, période de commentaires et de questions et 16, levée de la séance. Ça vous convient? Membre du Conseil, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. On peut aller maintenant en point 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021.
L'ensemble des membres du Conseil l'ont reçu. Si c'était conforme à nos décisions, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. Toujours dans les approbations de procès-verbal en 2.2. Cette fois, c'est pour la séance extraordinaire du 20 avril 2021. Quelqu'un propose? Proposé par M. Parent. Merci. Dossier de la mairie, correspondance. On a reçu pas beaucoup de correspondance dans le dernier mois, une seule, en fait, du ministère de la Culture et des Communications là, qui venait confirmer qu'on allait recevoir 2 chèques là, qui étaient déjà prévus dans le cadre de l'entente sur le développement culturel. Donc, il nous confirmait un premier chèque de 9 981 et un deuxième de 1 500 $ tel que prévu à l'entente. Pas de proposition à faire pour cette résolution-là, simplement un point d'information. 3.2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est une demande qu'on a reçue pour proclamer le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et aussi de souligner cette journée-là en tant que telle. Donc, ce qu'on avait fait l'année passée et qu'on va faire cette année, c'est d'hisser un drapeau là, lors de cette journée thématique pour souligner donc cette journée-là. Si ça vous convient, on procéderait aussi par résolution ce soir pour le signifier officiellement comme les municipalités le font par voie de résolution. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 4. Maintenant, dans les dossiers de la direction générale, en 4.1, politique de dons pour les dons effectués de la période du 1er janvier au 30 avril 2021. C'est une petite enveloppe qu'on a à la ville, qu'on se réserve. On réserve un 5 000 $ dans le budget pour les différentes demandes de 0 à 300 $. Cette fois-ci, on a reçu 4 demandes. La première de l'équipe Balmol mineur, les voltigeurs de la baie. En fait, c'est intéressant de voir là, que suite à la rénovation avec le budget participatif, là, le projet jeunesse qui avait reçu le plus de votes l'an passé, c'était pour la réfection du terrain de balle là, dans le secteur où est l'OTJ. Donc, c'est un projet de 10 000 qui a été bonifié à 20 000 par la réfection et maintenant, on a des jeunes. Il y a une équipe qui s'est formée pour des jeunes de 12 à 16 ans, si je ne m'abuse, ou 13 à 16 ans. On joue avec les jeunes de Maria aussi. Ils souhaitaient s'acheter des équipements. Donc, ils ont fait une demande de 300 $ qui serait recommandée par le comité. Écovoile aussi qui souhaite faire un petit quiz Ma plage, mon ami. C'est un petit document essentiellement pour sensibiliser les gens à l'importance de préserver ce site-là, de faire attention à la faune et à la flore sur la plage municipale. Donc, 300 $ pour ce projet-là qui serait recommandé. Ensuite, on avait aussi 2 demandes qui reviennent à chaque année pour octroyer des dons dans le cadre des galas. Le premier, c'est du Centre de formation professionnelle L'Envol pour le gala Méritas, à montant de 250 $. Le deuxième, c'est une bourse de fin d'année qui s'appelle la bourse Carleton-sur-Mer Ville étudiante qui serait remise au cégep. En fait, un étudiant du cégep, c'est 300 $ aussi. Donc, au total, on a pour 1 450 $. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter. Proposée par M. Parent. Merci. 4.2 maintenant. Demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique de la Fondation Mira. Ça aussi, c'est une demande à chaque année. Donc, cette année, la Fondation Mira souhaite faire un pont payant sur la route du quai le samedi 22 mai prochain. Puis pour procéder à ce genre d'initiative-là, ça prend une autorisation toujours par résolution de la Ville. Donc, si ça vous convient, membres du Conseil, on pourrait donner l'autorisation à la Fondation Mira pour procéder le 22 mai prochain. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Richard. Merci. 4.3. Achat de voiturettes pour le golf de Carleton-sur-Mer. Ça a été présenté au budget. C'était prévu dans les dépenses en immobilisation pour cette année, pour 2021. Donc, on avait un montant de 28 000 qui est le montant qu'on a reçu, là, une soumission de Mobilicab, 28 000 sans les taxes pour acheter 5 voiturettes au golf. On manquait de voiturettes l'année passée. On a eu une bonne saison. Il faut savoir que les voiturettes, c'est une source de revenus, évidemment. Là. Ça permet d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est l'acquisition de ces voiturettes qui seraient payées à 50 % par la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, qui est l'organisme qui gère le golf paramunicipal. Donc, à même les profits qu'on a fait, les bénéfices l'année passée, avec la saison passée, on pourrait payer une partie de ces infrastructures-là. Et l'autre 50 % à même les activités de fonctionnement de la Ville. Donc, à même le budget courant de la Ville pour 2021. Quelqu'un propose de faire l'achat des voiturettes? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 5. Maintenant, dossier de la trésorerie. On a les comptes à payer au 30 avril 2021. L'ensemble des membres du Conseil, Mme Leblanc,
qui s'est retiré, faire des discussions, qui va se retirer des décisions pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, comme à chaque mois, l'ensemble des membres du conseil ont reçu toutes les factures et les factures qui ont été payées durant le mois, Hydro-Québec et compagnie, plus les factures à payer suite à la résolution de ce soir. On en avait au total de 419 608 dans le dernier mois. S'il n'y avait pas de questions particulières sur ces factures, c'était conforme pendant une proposition pour les adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. 5.2 maintenant, état des activités de fonctionnement de la SDMC au 31 mars 2021. C'est une nouvelle pratique qu'on ne faisait pas nécessairement, mais qu'on ajoute avec la SDMC, entre autres, là, avec notre nouvelle trésorière. Donc, à tous les 3 mois, il y a un dépôt un peu un état des activités de fonctionnement. Donc, comment ça va, où on en est dans les revenus, dans les dépenses, pour s'assurer de voir la progression par rapport au budget aussi, puis pour ne pas avoir des écarts importants en fin d'année. On a reçu donc les états de fonctionnement de la SDMC qui essentiellement gère le golf, les revenus dépenses du golf. Donc, ça débute tranquillement. La SDMC aussi il y a un montant là, qui est de 10 000 ou 13 000 là, de mémoire qui est prévu dans le budget de la SDMC pour pallier au déficit de l'OMH, la construction du 48 logements. Là, il y avait une contribution qui était remboursée par la SDMC. Donc, tout se passe bien jusqu'à présent. Là, on respecte nos budgets, mais on est dans les tout débuts de l'ouverture du golf. On a reçu un peu des revenus de membership, mais les dépenses, les grosses dépenses ne sont pas encore débutées. Donc, c'est simplement un dépôt. On n'a pas besoin de résolution pour ce point-là, M. Audette. Parfait. 5.3, état des activités de fonctionnement au 31 mars 2021. Même principe, cette fois, c'est pour les dépenses et revenus de la ville. Donc, avec 3 mois de fait dans l'année, je vous dirais qu'on respecte le budget là, en général. On a eu une diminution de 43 000 jusqu'à présent par rapport au budget sur les coûts d'enlèvement de la neige. Avec la saison qu'on a connue hivernale, on pourra évaluer toute l'opération de déneigement à la fin de l'année, en décembre l'année prochaine, parce qu'il y en a toujours une partie qui... Les années financières sont de janvier à décembre. Donc là, cet hiver, on a économisé beaucoup, entre autres en sel de déglaçage, en abrasif et en diesel dans la machinerie. Si la prochaine saison débute plus tôt, en novembre, décembre, c'est possible qu'on verra en fin d'année, mais jusqu'à présent, en tout cas, ça se passe très bien. Donc, on a eu aussi une diminution des coûts à l'Arena avec le contexte sanitaire qu'on connaît. On a dû fermer un moment, donc ça a diminué les coûts. Les dépenses, c'est-à-dire. Donc, voilà pour les activités de fonctionnement de la ville. Toujours pas de résolution, c'est plus un point d'information, un dépôt qu'on fait. En 5.4 maintenant, toujours dans les dossiers de la trésorerie, on a une demande de variation budgétaire, la demande 2021-01. En fait, les municipalités adoptent les budgets à l'automne et puis s'il y a des dépenses qui varient de plus de 5 000 que ce qui était budgété, ça se doit de passer au conseil. C'est un mécanisme de suivi intéressant et important. Donc, ce qu'on vient faire, c'est au Centre de plein air Les Arpents Verts, on avait prévu au budget de faire des travaux de réfection de la cuisine, des salles de bain qui étaient grandement dues, refaire le plancher dans la partie de la cuisine. Puis là, ce qu'on souhaite faire ce soir, c'est de refaire le plancher au complet. Plutôt que juste d'y aller dans la cuisine, salle de bain, c'est un fameux tant qu'à y être, mais on se dit, bon, ben, le plancher a quand même plusieurs années, donc on va refaire le recouvrement pour que ce soit plus uniforme. Donc, il y a un petit dépassement par rapport à ce qui était budgété. Ce qu'on propose dans cette variation budgétaire-là, qui est de 13 910, c'est d'aller chercher, de prendre un 9 000 dans le poste budgétaire de soutien aux événements, puisque avec la dernière année, on a donné moins, il y a des organismes qui n'ont pas fait leur programmation habituelle de festivals, d'événements, d'activités. Donc, la Ville a décaissé un peu moins dans des soutiens aux événements. On irait chercher 9 000 là. Et dans les salaires aux Arpents Verts aussi, là, avec les conditions météo, on a eu un arrêt d'un employé des Arpents Verts aussi pendant quelques semaines. Donc, on a eu une diminution de nos dépenses. On irait chercher 4 910 pour un total de 13 910. C'est ce que cette variation budgétaire viendrait faire par voie de résolution, si ça vous convient. J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Richard. Merci. 5.5 maintenant, modification au budget de l'OMH Carleton Saint-Omer.
Donc, l'OMH est un organisme indépendant où on a deux représentants, là, Mme Leblanc, M. Jean-Simon Landry, qui représente la Ville sur le conseil d'administration. La Ville est toujours engagée. Le déficit des OMH est payé à 90 par la Société d'hypothèque du Québec, d'habitation du Québec. La SHQ et la Ville doivent payer 10 du déficit. Cette année, ce qui était budgété dans les budgets de l'OMH, c'était d'avoir un déficit, une partie qui serait à payer par la Ville de 13 690. Et là, il y a eu des coûts dans la dernière année de plus de 78 000 qui sont payés à 90 par la SHQ, comme je le mentionnais. Donc, 10 la partie de la Ville, ça représente 7 857. C'est dû aux mesures sanitaires et il y avait l'obligation aussi de mettre en place des personnes à la surveillance dans les bâtiments des OMH. Donc, ça a fait augmenter le budget et présente résolution. Donc, ce serait pour approuver l'augmentation du budget. L'impact pour la Ville, c'est un 7 857 de plus que prévu. Donc, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 5.6, changement de responsable au contrat de régime d'épargne retraite collectif. Donc, dans nos dossiers, en ce moment, c'est Mme Micheline Leblanc, qui est notre ancienne trésorière, qui est à l'emploi de la Ville depuis tout près d'un an. Maintenant, donc, pour faire des changements au régime de retraite, on devait changer la personne qui est responsable officiellement, qui représente la Ville. On changerait donc de Micheline vers Mme Hélène Forêt, qui est notre trésorière maintenant à la Ville. Donc, on lui donnerait l'autorisation on lui donnerait le titre de responsable au contrat de régime d'épargne retraite collectif et serait signataire de tous les documents de nature légale liés à ce dit régime. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposé par Mme Leblanc. Merci. 5.7. Affectation de l'aide financière 2020 du ministère des Transports pour l'entretien des chemins à double vocation aux activités de fonctionnement 2021 pour les travaux sur la route Saint-Louis. Ça, c'est puisque dans les dernières années, en 2020, il y a eu une augmentation du camionnage sur la route Saint-Louis, qu'on appelle un chemin à double vocation. Avec le camionnage qu'il y a eu, on a pu faire une demande d'aide financière au ministère des Transports. On avait suffisamment de déplacements pour aller chercher une aide financière. Donc, on a reçu une aide financière de 23 200 du ministère pour 2020. Ceci dit, le chèque, on l'a reçu en 2021. Donc, on n'a pas pu faire les travaux en 2020. Et le montant du chèque, le 22 300, il apparaît dans les états financiers de la Ville en 2020. Il est allé dans le surplus non affecté de la Ville. Et avec cette résolution-là, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est on veut le prendre du surplus 2020 et l'amener dans les activités de 2021 parce qu'on l'utilise présentement. Là, pour ceux qui sont allés dans le secteur, là, il y a des travaux importants qui ont été faits. Là, ce printemps, il y a eu le chemin est en très, très mauvais état, comme beaucoup de chemins forestiers dans la région d'ailleurs, dû aux conditions météo et compagnie, là, qui sont difficiles à expliquer, mais il y a eu beaucoup de chemins là, dans la région qui ont été en mauvais état, dont une partie de la route Saint-Louis, mais là, on fait des travaux importants, donc on va utiliser ces sommes-là qui sont rentrées dans 2020, mais qu'on va transférer en 2021 par cette résolution-là, si ça vous convient, évidemment. Donc, si ça vous va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Parent. Merci. 6, dossier du greffe. 6.1. Adoption du règlement d'emprunt 2021-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, décrétant une dépense n'excédant pas 7 015 000 et un emprunt du même montant pour l'acquisition et la prise en charge du lieu d'enfouissement technique situé dans la municipalité de Saint-Alphonse et propriété de cette dernière. Donc, ça, c'est un gros projet là, sur lequel on travaille l'ensemble des municipalités des MRC d'Avignon et de Bonaventure. Les 24 municipalités se sont mises ensemble pour créer une régie intermunicipale, un organisme qui va gérer ultimement la collecte des déchets, des matières résiduelles, du recyclage et éventuellement du compostage. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Et présentement, toutes les municipalités du territoire ont une entente qui les lie avec le site de Saint-Alphonse. Et là, la première étape, maintenant, la régie intermunicipale est constituée. L'ensemble des municipalités sont membres de la régie. Et la première étape, donc, c'est de racheter le passif de la régie, c'est-à-dire les dettes. La régie a des dettes, mais a aussi des actifs, aussi de l'argent, des surplus qu'elle a aussi en caisse. Et donc, on se doit de
d'assumer cette dette-là. Dans les calculs qui ont été faits là, par les professionnels qui ont travaillé sur le dossier, entre autres, donc on a calculé les règlements d'emprunt que Saint-Alphonse avait à rembourser, plus les intérêts qui étaient prévus sur ces règlements d'emprunt-là. Et on se disait, si jamais on a à repayer ça, les règlements d'emprunt plus intérêts, et nous, on rajoutait de l'intérêt là-dessus, c'est vraiment d'un calcul, là, mettons, sans risque. Là. Le règlement d'emprunt ultime serait de 7 015. Et déjà, on sait que la régie là, a des surplus d'un peu plus d'1 million et il y a beaucoup d'actifs. Ça n'a pas d'impact direct sur la municipalité, sur l'ensemble. C'est toutes les municipalités, les 24 que je vous disais, qui cautionnent ce règlement d'emprunt-là. Puis on était déjà engagé. Donc, ça n'a pas d'impact direct. Là. Ça va apparaître dans les états financiers plus tard, probablement de la Ville, les états consolidés. On va avoir un petit montant. Là, la recharge de la Ville sur 7 millions, Carleton-sur-Mer, c'est celle qui a le plus de RFU, de richesse foncière uniformisée. C'est la valeur de tous nos bâtiments mis ensemble. Dans les 24 municipalités, on est la municipalité qui a le plus de valeur foncière de nos bâtiments. Ça représenterait pour nous 1,1 million environ, mais pas, ça ne s'ajoute pas, ça n'aura pas d'impact sur ça. Sur les contribuables, sur le compte de taxes ou quoi que ce soit. Là. Mais donc, c'est la première étape en vertu, pour acquérir le lieu, puis ensuite, on va pouvoir l'opérer et s'en aller vers du compostage, vers du recyclage, se donner des outils pour mieux encadrer la gestion des matières résiduelles. Donc, voilà pour ce projet de règlement-là. Je tiens peut-être à souligner là, le travail de M. Audette s'est impliqué beaucoup dans l'élaboration, la mise sur pied de la régie intermunicipale, entre autres avec son expertise où il travaillait avant la régie des transports de Gaspésie-des-Îles. Et donc, il met du temps là, pour l'ensemble des municipalités du territoire, mais il prend du temps il s'implique beaucoup là-dedans et c'est grandement apprécié. Donc, Carleton-sur-Mer, notre directeur général, la Ville s'investit beaucoup dans ce projet-là qu'on juge très important. Donc, voilà, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter le règlement d'emprunt et pour autoriser M. Audette à transmettre au secrétaire de la régie, qui est lui-même, qui agit lui-même à titre de secrétaire en attendant que la régie se dote de ressources, évidemment, à lui transmettre une copie de la présente résolution. Quelqu'un propose? Proposé par M. Turcotte. Merci. Dossier de l'urbanisme en 7. En 7.1, on a le procès-verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 27 avril dernier. C'est un dépôt. L'ensemble des membres du conseil ont reçu le procès-verbal qui va être maintenant rendu public. Et ce soir, dans les projets qui ont été discutés lors du dernier CCU, il y en a 2 qui reviennent là, ce soir qui ont besoin de résolution. Le premier, donc, c'est le point 7.2, une demande de PIIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour un chalet sur le lot 6 390 536. C'est un chalet qui est situé sur le Mont-Saint-Joseph. Vous l'avez peut-être vu, là, il y a une plaque là, qui a été déboisée importante où il va y avoir 4 chalets de construits. Et dans ce secteur-là, il y a le PIA. C'est un outil qu'on a pour bien encadrer le type de matériaux, l'impact que les chalets peuvent avoir pour s'assurer de ne pas avoir trop d'impact visuel quand on est à bas et on regarde la montagne. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours, d'échanges qui ont été faits entre les propriétaires du chalet pour revoir les plans. Au départ, c'est un chalet de 2 étages, a été réduit à un étage, changer les couleurs des matériaux. Et dans les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, suite à plusieurs allers-retours, le comité recommande l'implantation du chalet comme proposé. Ce qu'on a exigé, c'est d'avoir un plan de reboisement aussi qui a été fait par des professionnels. Donc, il y a un plan de reboisement qui a été fait et qui devra être appliqué donc en vertu des recommandations du CCU. Donc, en tenant compte de ces conditions-là, notamment l'implantation le reboisement prévu, que le chalet respecte les conditions présentées par le CCU, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Oui, M. Landry? Est-ce qu'on a une consultation ce soir sur ce point-là? Oui, ben on avait ça, c'est pour les demandes de dérogation mineure qu'il y a des consultations, mais dans le cas des. Il y a une consultation ce soir pour la dérogation mineure, mais sur la demande de PIA, ça ne fait pas partie du processus. Bon, non, mais la question est bonne. Mais, ce soir, on peut prendre les questions, évidemment, là, mais c'est pas. Légalement parlant, il n'y a pas de période de questions officielle pour ce point-là.
Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition membre du conseil pour adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry, merci. 7.3, demande de dérogation mineure au 703 boulevard Perron. C'est le lot 3 547 469. Ça se trouve à peu près, là, c'est sur la 132, sur le boulevard Perron, du côté sud de la 132, à peu près vis-à-vis la rue Comeau, la rue de la Polyvalente. Là. M. Jean-Paul Barriot a un garage et souhaitait agrandir son garage en vertu de la réglementation actuelle. Ce n'est pas prévu parce qu'il ne respecterait pas les superficies maximales du garage. Toutefois, notre réglementation permet l'implantation d'un cabanon ou d'un deuxième bâtiment plus petit. Mais le CCU a regardé ça et puis juge que la demande en fait de M. Barriot, c'est de permettre d'agrandir son garage au lieu d'avoir un deuxième cabanon, ce qui aurait moins d'impact visuel que de construire un cabanon à côté. Et donc, le projet proposé respecte aussi les marges latérales, les marges de recul latérales et arrière. C'est pas la première fois, là, ça arrive, je vous dirais, là, quand même régulièrement qu'on a des demandes pour avoir des garages un petit peu plus grands. Donc, je vous dirais qu'on a entamé une réflexion là-dessus, à savoir si on ne devrait pas modifier les réglementations. Selon la grosseur des terrains, puis peut-être dans certains cas, permettre des garages un petit peu plus grands. On se rend compte que le besoin est là, on se le fait nommer souvent. Donc, si ça vous convient, ça a été recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. On pourrait procéder, donc, pour ce point-là, à une consultation. Si des gens dans la salle ou encore les gens en ligne ont des questions spécifiquement à cette demande-là, ça me fait plaisir d'y répondre maintenant. Si vous souhaitez, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette demande de dérogation mineure? Non. En ligne, je ne vois pas de questions en ligne, donc on pourrait procéder à l'adoption si ça vous convient. Il faudra besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Turcotte, merci. 7.4, conditions de vente des terrains du quartier Espace Nature dans la rue Comeau. Donc, dans le quartier Espace Nature, le nouveau développement dans la rue Comeau, la ville a des terrains qui sont les terrains sur la rue Comeau. Les terrains dans les rues sont à Gespro, BDC. Et puis, la façon qu'on fonctionnait, c'est à chaque fois qu'on doit vendre un terrain, ça prend une résolution du conseil municipal. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est juste pour alléger un peu le processus. On vient, par voie de résolution, déléguer notre directeur général pour qu'il puisse procéder à la vente de ces terrains-là et en venant déterminer les paramètres de la vente. Donc, si ça répond aux paramètres, on n'aura pas besoin de remonter au conseil. Ils sont les mêmes, donc on s'assure d'être le plus juste et équitable aussi. Donc, les paramètres qui sont, on établit la valeur des terrains à 1,75 $ de pied carré plus les taxes. Il y a 5 % de rabais cumulatif. Si quelqu'un achète plus d'un terrain, il va avoir un 5 % de rabais. On demande un dépôt non remboursable de 15 % plus les taxes lors de la réservation des terrains. Les frais de notaire, les notaires sont frais de l'acheteur et ça doit se faire 12 mois maximum après que le dépôt ait été reçu par la ville. On exige aux propriétaires aussi de mettre la façade de leur... Parce que ça, juste pour rappeler aux gens, sur la rue Comeau, c'est prévu pour des jumelés et dans les rues, c'est des maisons unifamiliales. Donc, pour les jumelés, les façades doivent être sur la rue Comeau, qu'on vient exiger. Et une fois l'acte notarié complété, les propriétaires ont 24 mois pour construire un bâtiment. Donc, si quelqu'un arrive avec une demande à la municipalité qui respecte ces critères-là, à ce moment-là, notre directeur général, avec cette résolution-là, serait autorisé à signer parce que ça répond aux critères qu'on s'est donnés et à procéder à la vente plutôt que d'attendre un mois, des fois, ou quelques semaines pour avoir la résolution du conseil. Si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 2021-441 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping avec modification. Donc, ça, c'est le règlement sur les véhicules de camping ou les roulottes, là, proprement dit, qu'on a discuté à plusieurs reprises. Donc, on est à l'étape finale de l'adoption du règlement ce soir. On a reçu une demande de référendum. Dans le processus d'adoption réglementaire standard, s'il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord avec des parties du règlement ou la totalité du règlement,
peuvent demander un référendum. Et il doit y avoir un nombre minimum de citoyens dans une même zone. La ville est divisée en plusieurs zones. Si on atteint le nombre minimum dans une zone, cette zone-là pourrait s'opposer à des éléments du règlement. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, on a eu un nombre minimum de personnes dans une zone spécifique. Et les éléments du règlement, parce qu'il y a deux grandes catégories, là, deux grands objectifs avec ce règlement-là. Le premier, c'est qu'on est venu déterminer dans la ville, avant l'adoption de cette réglementation-là, ce n'était pas permis d'avoir des roulottes. C'était toléré, mais ce n'était pas permis. Et là, ça devenait difficile parce qu'il s'en implantait partout. Ce que le conseil souhaitait faire, c'était de mieux cibler, de dire, bien, dans telle zone, les roulottes pour les gens qui font du camping permanent, notamment, qui sont là pour l'été, on va l'autoriser, on va le baliser avec des règles, des distances séparatrices et compagnie. Donc, ça, c'est une partie du règlement. Et la deuxième partie, on est venu préciser là, des dispositions qu'on avait pour les gens qui ont des roulottes, qui ont dans leur cour, aux côtés de leur maison. Avant, ce que la réglementation permettait d'avoir une roulotte seulement pour le propriétaire. Il fallait que ce soit les propriétaires de la maison qui soient propriétaires de la roulotte aussi, qui peut être entreposée. Et pour les terrains de plus de 10 000 pieds carrés, il peut y avoir 2 roulottes d'autorisées. Ce qu'on a venu dire avec notre nouvelle réglementation, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir 2 roulottes d'autorisées sur les terrains où il y a une maison. Sur l'emplacement des maisons. Il y en a qui ont des terrains doubles là, qui sont 2 terrains distincts, mais ça fait partie d'un même emplacement. Mais ce qu'on dit, c'est que ça peut être branché au service, à l'électricité, mais pas branché à l'eau et aux égouts. Donc, les gens peuvent remplir leur réservoir, mais ne peuvent pas les brancher en permanence au réseau d'eau et d'égouts pour éviter que ça ne peuvent pas installer de balcon, de cabanon, pour éviter que ça devienne des espaces. On ne voulait pas qu'il y ait de la location commerciale de ces roulottes-là, mais si les gens ont de la visite, etc., ils peuvent le faire. Donc, dans le processus référendaire, les éléments qui ont été contestés, c'est des dispositions pour les véhicules dans les cours. Donc, devant ça, on a vérifié, bon, le processus était valide, il y a eu plusieurs signataires dans une même zone, donc ça répondait à ça. Les choix qu'on a, c'est d'aller en référendum sur l'ensemble du règlement, donc demander à toute la population de voter si c'est d'accord ou non. On pouvait abandonner tout simplement, ou encore les éléments qui ont fait l'objet de la demande de référendum, on peut les enlever, dire, bon, mais on ne changera pas ça pourquoi les citoyens ont demandé un référendum, on va garder l'ancienne réglementation. Et c'est ce choix-là qui a été fait par le Conseil, à moins qu'il y ait un changement ce soir. Il faut savoir que donc, ce qu'on souhaitait, c'est venir clarifier la réglementation pour éventuellement l'appliquer. Donc, pour les véhicules qui sont dans les cours, ce qu'on vient de dire, c'est que plutôt que ce qui a été présenté à la population dans les changements réglementaires, là, je vais le répéter, c'est d'avoir 2 véhicules dans les cours, mais pas branchés à l'électricité, c'est correct. Pas branchés à l'eau et à l'électricité. Les familles, les amis pourraient y aller. Aux égouts, pardon, l'eau est aux égouts. Là, ce soir, le règlement qu'on va adopter, on enlève ces dispositions-là. Ils ne font plus partie du règlement. On a ramené les vieilles dispositions qui existaient avant. Donc, on revient à un seul véhicule qui doit appartenir au propriétaire du terrain. Un deuxième véhicule est possible pour les terrains de plus de 10 000 pieds carrés, de 900 mètres carrés, en fait, là, qui est indiqué dans le règlement. C'est ce qui a toujours été prévu, mais c'est ce qu'on n'appliquait pas nécessairement. Le souhait du Conseil, c'est de changer la réglementation et de l'appliquer. Donc, ça va faire l'objet de prochaines discussions là, dans les étapes, jusqu'où on va aller, puis c'est-à-dire de comment on va séquencer l'application de cette réglementation-là. Au final, donc, on a écouté les citoyens et on a, en vertu de la réglementation actuelle, c'est ce qu'on fait donc pour respecter les dispositions de la loi. Je pense que les craintes qui avaient été, si j'ai bien compris, les craintes qui avaient été fondées, c'était plus sur l'application de la réglementation et non sur les notions les notions spécifiquement là, concernant les roulottes dans les cours. Mais dans ce cas-là, si on voulait adopter, c'est la façon que le Conseil a décidé de faire. Donc, ce qui posait problème ou ce qui a fait l'objet du référendum, on les a enlevés. On garde ce qui était prévu avant dans notre réglementation initiale depuis plusieurs années. Là, je ne pourrais pas vous dire depuis quelle année, là, mais ça fait au moins plusieurs années que c'est ce qui est en vigueur à Carleton-sur-Mer. Donc, voilà. En fait, normalement, c'est toujours à la fin les questions, là, mais ouais, si ça ne vous dérange pas, là, je vous prendrai les questions à la fin.
Donc, à 7.5, on serait à l'adoption du règlement 2021-441 modifiant le règlement 2009-155. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Leblanc. Merci. 8. Dossier du développement économique et du tourisme. 8.1. Implantation de l'aéronnière dans le bourg acadien. Entente de la répartition des coûts. Donc, ça, c'est un projet qu'on travaille depuis. L'aéronnière était, vous connaissez où est l'aéronnière, là, en face d'Armanteau. Devait déplacer son bâtiment. Ils nous ont approché à la ville pour savoir s'ils pouvaient implanter le bâtiment sur un terrain municipal. À ce moment-là, on a regardé les différentes options. On voyait une belle option sur le terrain qui est sur la promenade des Acadiens, communément appelée la Balade, voisin de la brûlerie du Quai. C'est un terrain municipal. Et on a proposé à l'aéronnière de s'implanter là. Nous, à la ville, on travaille fort. Là, on a le quai maintenant qui est fait, qui va être inauguré avec le parc là, le 24 juin officiellement. On a un nouveau quai, on a tout le secteur du parc des Horizons qui a été retravaillé. Donc, on arrive avec un nouveau parc. Là, on veut continuer le trottoir de bois pour se rendre au quai. Bref, on revoit tout ce secteur-là pour créer vraiment une expérience agréable pour les citoyens et pour les visiteurs qui sont à pied, à vélo, en auto. Et on voulait créer un petit bourg là, dans les consultations qu'on avait faites. Pesca Environnement est arrivé avec un projet de bourg, ce qu'ils ont appelé le bourg acadien. Un petit espace où on pourrait avoir des organismes ou des entreprises ou des commerçants, peu importe, qui seraient répartis là, sur ce terrain-là. Donc, devant cette demande-là de l'aéronnière, ce que la Ville a dit, bien, ça peut être intéressant pour lancer. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était pas prévu à court terme, le bourg acadien, ça faisait partie des idées, mais vu que l'aéronnière avait un besoin, on a mandaté la firme d'architectes, Pierre Bourdage Architectes, qui ont fait faire des esquisses préliminaires. Ce qu'on a dit à l'aéronnière, c'est oui, on est prêt à vous céder ou par voie d'entente, vous permettre de vous installer sur ce terrain-là, mais on veut que ça respecte un ensemble architectural parce qu'il n'y aura pas juste, il y aurait 3 bâtiments qui sont prévus pour le moment-là. Ça se marie bien, entre autres, avec les bâtiments de la brûlerie du Quai, avec le secteur, puis avec tout le concept qu'on avait derrière la tête. Donc, on a payé pour les plans d'ensemble, puis plus tard, il y aura d'autres organismes qui pourront se joindre à ce secteur-là. Et maintenant, ce qu'on ferait ce soir, c'est de mandater des firmes pour obtenir des relevés topographiques. Donc, nous, la Ville prendrait à sa charge tout ce qui touche le terrain, donc des relevés topographiques pour pouvoir implanter le bâtiment. Puis plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, quand on sera rendu là, on pourra ajouter des bâtiments, mais ça va faire partie du concept global qui est présenté. Et donc, ce qu'on utiliserait aussi ce soir avec cette résolution-là, c'est qu'on vient confirmer qu'on va payer pour les frais de relevés topographiques. Et on autorise l'aéronnière à utiliser le concept architectural. Donc, avec ce concept-là, ils vont partir puis on va aller voir des entreprises en construction et se faire des plans finaux pour pouvoir procéder à la construction de leur bâtiment et l'implantation. Donc, ça, la partie des plans finaux, à partir de l'esquisse qu'on a jusqu'à compléter les plans, c'est l'aéronnière qui sera responsable de ce bout-là du projet. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Oui, bon, merci. Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. En 9, dossier de loisirs, culture et vie communautaire, 9.1, projet de rénovation du centre de plein air Les Arpents Verts. Donc, c'est un projet qui était prévu au plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté à l'automne dernier, qui devait être fait, même, je vous dirais, pour la dernière saison. On n'a pas pu le faire là, à cause des contraintes qu'on connaît. Donc là, les travaux se feraient aux Arpents Verts. Donc, on refait la cuisine, on refait la salle de bain. Tantôt, on a parlé d'une variation budgétaire là, parce qu'on referait les planchers. Donc, c'est vraiment tout dans ce projet-là. C'est un projet qui totalise 63 300 32 000 la construction scandinave pour le contrat initial, 15 800 heures de tuiles de céramique pour faire les planchers. Puis, il y avait un autre montant forfaitaire là, à l'heure qui vaut 15 000 de construction scandinave. Ça totalise 63 300. On paierait ces dépenses-là 25 dans le fonds de roulement. Donc, c'est de l'argent qu'on a dans un fonds à la Ville où on se prête de l'argent sans intérêt à nous-mêmes. Donc, on prend 25 000, on le rembourse sur 10 ans. On a reçu du financement de service secours, une subvention de service secours et des chaleurs. Donc, on utiliserait 24 390 de cet argent-là pour financer ces dépenses-là. Et finalement, 13 420 qui seraient payés à même les activités de fonctionnement, donc dans le budget courant de la Ville. C'est comme ça qu'on veut financer ces investissements-là de 63 300 aux Arpents Verts qui seraient fin prêts pour la prochaine saison 2021. Ça vous convient? J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter.
Proposé par Mme Richard. Merci. 9.2, Marathon Baie des Chaleurs, édition 2021, appui et services techniques. Pour ce point-là, ouais. Jean-Simon Landry va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, comme à chaque année, le Marathon Baie des Chaleurs, la Ville soutient le Marathon Baie des Chaleurs avec du soutien technique. Là, on aide, entre autres, pour préparer les sites, on prête du matériel. Et on se doit par résolution d'autoriser le marathon donc à pouvoir opérer. Cette année, c'est Bouge pour que ça bouge, qui est l'organisme maintenant qui est responsable d'organiser ce bel événement qui se tiendra les 19 et 20 juin prochains. Donc, cette résolution-là, c'est le ministère des Transports aussi qui nous demande du Québec de faire des validations. Donc, on demande à Bouge pour que ça bouge de s'assurer que les personnes qui organisent et les participants soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Et on autorise par la présente résolution aussi le passage aux abords des routes empruntées par le parcours du Marathon Baie des Chaleurs sur son territoire. Donc, appui technique en service de la Ville et autorisation pour pouvoir passer sur les différents tronçons de route municipales. Quelqu'un propose cette résolution? Proposée par Mme Leblanc. Merci. Oui. Tout à fait. Merci de la précision, M. Landry. 9.3, octroi de contrat pour un offre de service ARPO, groupe conseil, plan et devis, surveillance des travaux. Ça a été annoncé, vous l'avez sans doute vu dans les médias, là, on a reçu un financement pour le projet de réfection de l'Arena, Centre Léopold-Leclerc. Pour déposer une demande d'aide financière, on devait avoir des plans et devis préliminaires. Donc, on avait déjà un petit bout de fait. Là, ce qu'on veut ce soir, c'est donner le mandat à ARPO qui avait fait les plans et devis préliminaires pour compléter, pour avoir des plans et devis finaux qui soient prêts à aller sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Et ARPO serait aussi chargé dans cette résolution-là de faire la surveillance des travaux. Donc, c'est un montant total de 56 240. Cette dépense-là serait financée. Le financement qu'on a reçu, ça paye 66 %. C'est tiers gouvernement du Québec, tiers gouvernement du Canada et tiers Ville. Donc, toutes les dépenses, celle-ci de 56 240 serait payée aux 2 tiers par cette subvention-là qu'on a reçue. On n'a pas encore l'argent, mais on a l'autorisation du gouvernement du Québec de pouvoir engager des dépenses qui nous seront remboursées un peu plus tard. Donc, on débute pour être fin prêt. L'objectif, c'est on va rouler la prochaine saison avec l'Arena qu'on connaît présentement, 2021-2022. Et quand on va terminer la prochaine saison de hockey et de patinage artistique, on va fermer l'Arena, on va procéder aux travaux pour la réouvrir à l'automne 2022 avec notre nouvelle Arena. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour donner le premier contrat à ARPO Groupe Conseil. Proposé par M. Parent. Merci. 9.4, toujours dans le dossier du Centre Léopold-Leclerc. Cette fois-ci, c'est un contrat à Pierre Boursevage, architecte, au montant de 68 100 $ pour compléter les plans architecturaux concernant le bâtiment. Donc, même chose. Cette dépense-là serait financée par les activités de fonctionnement de la Ville en attendant qu'on ait le OK du règlement d'emprunt et qu'on puisse faire financer aux 2 tiers par la subvention qu'on a reçue. Quelqu'un propose ce contrat octroyé à Pierre Boursevage, architecte. Proposé par Mme Leblanc. Merci. 9.5, autorisation événement extérieur Festival Bleu-Bleu. Festival Bleu-Bleu revient cette année pour une 3e édition. Donc, avec les contraintes sanitaires actuelles, on espère que Bleu-Bleu va pouvoir avoir une édition avec le moins de contraintes possible. Ils ont demandé à la Ville, ce qu'ils souhaitent faire, c'est de faire un des spectacles sur les terrains de soccer dans la rue Comeau. Donc, après la salle Charles-Dugas, il y a des terrains de soccer. Donc, ils nous demandent l'autorisation de faire des spectacles à cet endroit-là pour les 25 et 26 juin prochains. Donc, les spectacles ne sont pas permis sur des terrains de la sorte. Donc, ça doit, sauf s'il y a une résolution du Conseil qui l'autorise. Ça vous convient ce soir, mais on pourrait procéder et autoriser Bleu-Bleu à tenir un événement 25 et 26 juin prochain. Proposé par Mme Richard. Merci. Prochain point, on serait travaux publics, il n'y en avait pas.
11, dossier de la sécurité publique. 11.1, on a une entente pour le partage d'un système de communication radio avec la centrale des appels d'urgence de l'Est du Québec et facturation aux utilisateurs. Ça, c'est un système qu'on a à la caserne, notre service incendie. On a de l'équipement dans les antennes sur le Mont-Saint-Joseph qui permet d'être relié en tout temps à la centrale 911 qui est à Rimouski, donc de façon accélérée. Depuis plusieurs années, on partage ce service-là avec des municipalités autour. On n'avait pas d'entente formelle pour venir l'officialiser. C'est ce qu'on va faire ce soir par voie de résolution. Donc, toutes les municipalités de la MRC Bonaventure passent par nous pour utiliser ce service-là, ce système-là. Et Escuminac, Nouvelle et Maria aussi. Et le montant qu'on leur charge, c'est 14 sous par habitant. Donc, ce n'est pas un gros montant, mais ça permet de couvrir les frais minimes pour l'opération de ce système-là. Donc, on procéderait ce soir en adoptant cette entente-là et on la soumettrait aux différentes municipalités que je vous ai nommées pour qu'ils puissent signer. Et on autoriserait aussi M. Audette, notre directeur général et greffier, à signer l'entente et tout autre document relatif à la dite entente. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Utilisation du flash vert en 11.2 clignotant pour les pompiers à temps partiel. Ça, c'est une initiative qui a été autorisée là, dans un projet pilote au Québec pour permettre aux pompiers volontaires qui doivent se rendre à la caserne d'utiliser une lumière clignotante verte. Donc, c'est un symbole qui permettrait de reconnaître et puis de les laisser passer pour pouvoir plus rapidement se rendre à la caserne. Pour qu'ils puissent utiliser ces équipements-là, ça prend une résolution des municipalités. Il faut qu'il y ait une adhésion des municipalités. La demande a été faite par nos pompiers. Donc, ce soir, le conseil, si vous êtes toujours favorable, mais on pourrait procéder à l'autorisation. Autoriser notre directeur sécurité publique et incendie, M. Beaulé, à signer la lettre de recommandation et à faire la demande des pompiers à temps partiel qui veulent utiliser ce flash vert. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'une proposition. M. Parent, proposé par M. Parent, merci. 11.3, adoption du rapport annuel 2020-2021 en sécurité incendie de la ville de Carleton-sur-Mer. Donc, c'est le rapport qui nous est remis par notre chef incendie à chaque année. Ensuite, on l'envoie à la MRC. La MRC qui a un schéma de couverture de risque là, qui prévoit là, les différentes interventions pour tout le territoire de la MRC Avignon. Donc, si ça vous convient, vous avez tous pris acte pris connaissance de ce document-là. Si c'est conforme, vous êtes d'accord, on pourrait l'adopter, puis ensuite l'acheminer à la MRC. Un proposé par Mme Leblanc. Merci. Prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 14 juin 2021. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on sait quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais on va avoir une séance le 14 juin prochain. Les modalités. Probablement ici, effectivement, avec, si ça se passe bien, avec peut-être un équipement mieux adapté à cette réalité-là. Donc, on vous transmettra à travers les canaux de communication réguliers là, les détails de cette séance-là. Elle devrait être aussi là, enregistrée comme on le fait ce soir. Ça va d'ailleurs, ça risque fortement là, de ce qu'on comprend. Le gouvernement a l'intention d'exiger maintenant aux municipalités que d'enregistrer les séances et de les diffuser, de les mettre disponibles sur le site Web pour que les citoyens puissent les consulter plus tard. Ça fait partie. Donc, avant de passer la parole aux gens dans la salle ou aux gens en ligne, on pourrait… Ah non, j'avais un autre sujet, c'est vrai, en 13.1. Autorisation pour représenter la ville lors de l'Assemblée générale annuelle de tourisme Gaspésie. L'Association touristique régionale tient à chaque année une Assemblée générale. La ville est membre puisqu'on opère un établissement touristique, c'est-à-dire le camping. Et moi, je trouve ça important et intéressant de participer à ces rencontres-là. Et puis, ça prend une résolution en bonne et due forme pour me mandater pour pouvoir participer à l'Assemblée générale annuelle. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, si vous me faites confiance pour vous représenter à l'AGA, j'aurais besoin d'une résolution signée de la main de notre directeur général et greffier. Donc, c'est proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Avec le sceau de la ville et tout. Prochaine, donc, on serait à tour de table du conseil et ensuite, on va passer la parole aux gens dans la salle. Je peux commencer par Mme Leblanc si vous avez des éléments à nous signifier. Donc, bonsoir. Moi, je vais vous parler de notre budget participatif. Je vous rappelle que la Ville, cette année, a alloué un montant de 100 000 $. C'est que nous avons reçu 14 projets
Et là, présentement, nous avons 9 projets suite à la présentation de ces projets-là, il y en a 9 qui sont recevables. Et la période de vote qu'on prévoit, ça devrait se passer vers la mi-juin. Fait que merci à vous. Merci, Mme Leblanc. Monsieur Turcotte? Oui, je vais vous parler du bac Carleton, le secteur du quai. Comme vous avez vu, peut-être, les gens qui sont rendus sur le quai, on a du mobilier urbain qui a été installé. C'est le même mobilier urbain qui est dans le reste de la ville. Et puis, on a mis des poubelles aussi. Donc, il y a aussi des tables de pique-nique. C'est très beau. Dans le secteur du quai, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Au niveau du Carabunja qui a été cédé à l'écomusée. Il y a une grosse corvée qui se fait. Donc, M. Denis Henry qui s'occupe de la corvée. Ils vont restaurer le Carabunja, le peinturer à son état d'origine. Et puis, après ça, il va être transféré près du nouveau stationnement là, en avant de la rue du Quai. Après ça, vous avez aussi à la marina, ça bouge encore beaucoup dans ce coin-là, d'autres bénévoles. La marina a décidé de tout changer la disposition des quais et ajouter des quais. Puis aussi réparer ici le bâtiment. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce coin-là. C'est très dynamique. On espère que ça va être beau pour cet été. Merci. Je passe la parole à Mme Richard. La dernière. Bon. Oui, je vous avais dit la dernière rencontre au mois d'avril que le 19 avril, le Comité vert de Carleton-sur-Mer allait avoir sa journée de la Terre. C'était le 19 avril, en effet, puis ça a très bien été. La ville a été invitée. Ça fait qu'Alain Bernier était là avec Samuel Landry pour parler des initiatives de la ville pour s'occuper des changements climatiques et de l'environnement. Puis, ce qui était vraiment le fun aussi, moi, j'étais au courant, bien sûr, de ce que la ville faisait, mais c'est de voir les organismes sur le territoire. Il y avait des organismes, des OBNL, il y avait des entreprises aussi de la place, très dynamiques, qui ont montré des choses qu'on connaissait, puis d'autres qu'on connaissait moins. Mais il y a vraiment des belles choses qui se font dans ce dossier-là. Je suis sûr que ça va s'améliorer de plus en plus. C'était tout, M. le maire, pour moi. Merci, M. Parent. M. Landry. Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Cet après-midi, Mme Leblanc et moi, on était en réunion avec les gens de l'Office municipal d'habitation, donc qui gèrent le logement communautaire. Il y en a juste ici, dans la cour de l'église, à l'arrière, sur la rue Comeau, la rue La Violette à Saint-Omer. Puis on a le 48 logements là, qui se trouve derrière l'Armand automobile. On l'a parlé tout à l'heure, il y a eu des défis cette année, notamment en lien avec la COVID, etc., des dépassements de coûts et tout. Mais bon, au lieu de me perdre, comme je suis capable de le faire quand je parle, simplement vous aviser qu'il y aura là, sous peu 3 vacances au conseil de l'OMH. Parmi les postes, là, il y en a un, c'est pour les locataires, il y en a un autre là, qui est pour les gens de domaines socio-économiques. Donc, si jamais vous, ici, ou quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui habite notamment peut-être dans ces habitations-là, qui désirerait s'impliquer, mais il y aura des vacances à combler là, au conseil d'administration, au conseil de l'OMH, comité de l'OMH. Puis, dans un tout autre ordre d'idée, le golf. On devrait avoir un début de saison hâtif. Je crois que la date d'ouverture officielle pourrait quasiment être un record. Il est prévu que le terrain de golf ouvre 7 fins de semaine déjà. Donc, l'année dernière, le golf avait ouvert le 25, 24 mai. 25, 24, le 25 mai, si je ne me trompe pas. Ce qui était déjà une semaine plus tôt qu'à l'habitude. Et puis, cette année, on devrait ouvrir une dizaine de jours plus tôt que l'année dernière, en raison de l'hiver clément et du printemps hâtif qu'on a. Donc, le terrain serait dans un état extraordinaire, selon les mots de j'allais dire la superintendante, mais la surintendante. Et puis, tout le monde a bien hâte. Le champ de pratique est déjà ouvert. Et puis, si jamais vous voulez vous y mettre, il y a des tarifs avantageux pour les nouveaux membres, etc. Donc, puis, parmi les efforts qui sont mis de l'avant, il y a beaucoup d'efforts mis dans le recrutement des jeunes, notamment, là, pour créer la relève, etc. Donc, ça devrait être une bonne saison au golf. Et puis, si ça vous tente d'essayer ça, c'est pour tous les citoyens. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre temps.
Merci, M. Landry. De mon côté, je parlerai peut-être rapidement de deux dossiers qui ont occupé beaucoup l'attention, qui sont très importants, là, le logement puis les garderies. Là, vous le savez, là, c'est nommé de plus en plus. C'est des enjeux. On travaille fort pour être attractif comme région, comme municipalité. On a des gens qui veulent venir s'établir, mais ils se butent en enjeu de manque de logement, de manque de garderie. On a travaillé sur des mesures à mettre en place pour reprendre le logement. Là, il y a une annonce qui a été faite cette semaine ou la semaine dernière du regroupement des MRC. L'ensemble des élus de la Gaspésie ont réservé 1 million dans une enveloppe régionale qui va être divisée à part égale entre les MRC. 200 000 par MRC pour soutenir les municipalités qui veulent se donner des politiques, des outils financiers pour soutenir la construction résidentielle. Donc, on travaille très fort. Moi, je suis impliqué au niveau régional là-dedans, évidemment. Le directeur général aussi travaille fort pour évaluer les moyens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On a différentes idées, différents projets dans les cartons. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que c'est un enjeu qui est important. On en est conscient. On veut arriver rapidement avec des solutions pour qu'il y ait plus possible de construction de logements locatifs pour différents besoins. Puis on va le travailler de différentes façons aussi avec différents projets. Mais j'ai bon espoir qu'on va arriver avec des résultats là, quand même rapidement à ce niveau-là. Puis dans les garderies aussi, on a eu une belle annonce ce matin du ministre Lacombe qui fait suite à des demandes qu'on a faites. L'enjeu des garderies est partout au Québec. En Gaspésie, on a travaillé très fort puis on est arrivé avec des solutions. On a eu quelques rencontres avec le ministre. On a le maire de Gaspé, là, M. Côté, qui a présidé un comité à l'échelle provinciale sur lequel je m'implique aussi, où on propose des solutions au ministre. Et une de ces solutions-là, c'était d'avoir des places temporaires d'octroyer. Parce que c'est très long avoir l'autorisation du gouvernement pour avoir des places en garderie. Puis c'est aussi très long, même une fois l'autorisation reçue, avant que la construction soit faite, puis que les bâtiments soient fins et prêts, puis les jeunes puissent aller. Il peut se passer quelques années. Donc, le ministre a accepté, là, ce qu'on s'était donné comme objectif à l'échelle régionale, c'est d'avoir une proposition de projet pilote par MRC, de pousser le ministre à essayer des choses différentes. Et le premier projet pilote qu'on a proposé, c'était à Bonaventure. Et ça a été accepté, ça a été annoncé ce matin. Donc, Bonaventure avait déjà eu le hockey du ministère de la Famille pour construire 26 places. Là, ils travaillent sur les plans de vie. Dans 2-3 ans, le bâtiment va être prêt. Mais en attendant, pour les 2-3 prochaines années, la municipalité va faire des locaux dans un bâtiment qui avait voisin du CPE. Et le ministre a accepté. Donc, le financement va venir. Ils vont pouvoir embaucher des gens puis accueillir des jeunes dans ces locaux-là. Donc, on a quelques éléments. C'est une première bonne victoire qu'on a eue, je pense, qui est bonne pour Bonaventure, mais pour l'ensemble du Québec, pour pallier à cet enjeu-là important. Puis, on travaille très fort pour avoir d'autres réussites là-dessus aussi. Là, à la MRC, entre autres, on a mis en place un programme spécifique pour les femmes qui veulent, parce que c'est essentiellement des femmes qui veulent partir en service de garde en milieu familial. C'est des entreprises, c'est des entrepreneurs, donc on a des soutiens pour les travailleurs autonomes. On paye des trousses là, pour acheter des jouets, acheter des extincteurs, les kits de base pour avoir un service de garde. On les soutient de cette façon-là à MRC pour inciter les gens à partir. Donc, on travaille très fort pour avoir des places en garderie, pour avoir du logement. C'est difficile d'arriver avec du concret, avec des résultats, mais on est là-dessus. Puis encore une fois, comme pour le logement, j'ai bon espoir qu'on va arriver concrètement avec des places pour nos tout petits là, rapidement aussi en installation de différentes façons. Donc voilà pour moi de mon côté. J'ai des questions en ligne. Je commencerai par les gens qui sont dans la salle. Si vous avez des questions, je vais les accueillir. Je vais les reformuler pour que les gens en ligne puissent comprendre, pour que la vidéo aussi, dans la vidéo, on puisse comprendre, puis on va y répondre du mieux que je peux. Donc, j'ai Mme Arsenault, et après ça, j'avais Mme Tania après. Oui. Je voudrais savoir où vous en êtes rendu dans votre réflexion, votre prise de décision concernant l'administration de l'évidence des OEG pour les véhicules récréatifs, autant pour les citoyens que les véhicules. Oui, c'est une question que vous aviez posée à la dernière rencontre publique. Est-ce que c'est possible d'aménager à la ville une station de vidange pour les motorisés? On est en analyse. Ce qu'on vous dit la dernière fois, le défi, c'est de trouver un espace. On regarde on a regardé dans le secteur de l'Aréna, Centre Léopold-Leclerc. On se dit qu'il n'y a pas trop de maisons en proximité. Il y a de la place pour les véhicules qui pourraient se tourner. On est vraiment en mode analyse. On a parlé à d'autres municipalités qui ont ça. On avait des craintes, entre autres, sur la propreté pour éviter des débordements potentiels. On a eu des échanges avec Montmagny, qui a 2 grosses stations à l'entrée. Ce qu'on nous a dit, c'est que ça fonctionnait très bien. Les gens respectaient les consignes et ça se passait bien. Donc,
on continue d'avancer là-dedans. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour le moment, mais l'idée chemine, puis on a été discuté avec l'équipe, avec le conseil aussi. On regarde ça. Pensez-vous que ça va être faisable en 2021? Je ne pourrais pas vous dire, on n'est pas encore rendu aux dates. Là, on essaie de voir comment ça peut coûter, où on pourrait la mettre pour éviter le moins de désagréments possible aussi. Donc, on est là-dedans là, à évaluer. Mais c'est quelque chose qui, ce qu'on comprend de notre directeur des travaux publics, ce n'est pas une intervention majeure. Là, ça ne nécessite pas des semaines ou des mois de travaux. Là, fait que ça peut quand même se faire là, assez rondement, mais on n'est pas encore à l'étape on est à documenter, à voir si on veut le faire, puis ensuite, on verra pour la date si on va de l'avant. Mais on va venir informer dès qu'il y aura une décision. Bienvenue. Oui, madame, je pense. Oui. Moi, j'ai l'impression que je vais m'adresser au maire, probablement. Parce que moi, je louais un terrain, on fait une madame, on met dans le dans la mer, c'est un peu problème, un terrain privé. Donc, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a un bâtiment sur un endroit où il y a un groupe. Ça dépend où, en fait. C'est dans la rue de la propriété Saint-Omer, c'est pas avant la rivière la mer. Oui. Oui. C'est une madame qui m'a loué son terrain. Et puis, il n'y a pas de bâtiment. C'est juste ça, moi, ma route coupée. Oui. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un bâtiment sur le terrain où je me fais ma route. Ben, oui, en fait, il y a deux éléments. Là, effectivement, il y a des endroits où il y avait beaucoup de roulottes traditionnellement. On a voulu permettre, parce qu'à l'heure actuelle, avant même les changements réglementaires, ce n'était pas permis. Ça a été toléré, mais ce n'était pas permis. Là, nous, on avait des gens qui nous disaient, ben, il y a une roulotte voisin de chez nous, on n'aime pas ça, bon, pour différentes raisons. Pouvez-vous intervenir? La ville, ce n'est pas permis. Là, on trouvait ça difficile d'intervenir parce qu'on le tolérait depuis longtemps. On vient clarifier. On a déterminé des zones où c'était plus propice. La route Cassie ne fait pas partie de ces zones-là. Effectivement, pour répondre à votre question, oui, ben les cartes étaient disponibles, sont disponibles sur le site web. Là, on pourra vous les présenter. Le plus près là, de où vous êtes présentement, c'est la zone, elle débute à peu près après le parc La Grande Envolée, là, la pavure, en s'en allant jusqu'à Nouvelle, essentiellement. Là, toute cette zone-là est permise, mais pas dans la route Cassie. Mais même s'il y avait une maison, où est votre roulotte présentement, vous ne pourriez pas avoir de balcon, de cabanon, elle ne pourrait pas être branchée en permanence. Quand un propriétaire, il voudrait te louer un terrain, il faut qu'il y ait un bâtiment encore sur le terrain. Il faut mettre une roulotte, mais surtout s'il n'y a pas de bâtiment. S'il n'y a pas de bâtiment. Puis l'objectif, c'est de, oui, effectivement, c'est de ne pas faire de location commerciale aussi sur des terrains. S'il y a un bâtiment, oui, mais la roulotte ne peut pas être branchée en permanence ça ne peut pas être branché sur l'égout ou sur l'eau. Oui. 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 Oui, vous pouvez remplir le réservoir en compagnie, là. Oui. 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 Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. OK. Merci. Oui, Mme Leblanc? Je vais venir avec ma question pour plusieurs printemps. Sur les... oui. Les bordures qui sont brisées par la charrue et le feu, ils vont être réparés un jour ou ils vont être tous enlevés dans mon coin? Je regarde M. Odette, on dirait que vous revenez à chaque printemps, puis on dirait qu'on est tout le temps pris de court. Là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a une analyse qui a été faite, là, mais ouais, le défi, c'est que ça coûterait des centaines de milliers de dollars pour les refaire. C'est des bordures dans beaucoup d'endroits qui sont en asphalte. Ce n'est pas adapté, ça se brise, ça se désintègre. Ce qu'il faudrait faire, c'est enlever ces vieilles bordures-là, à mettre des vrais conformes en béton. Là, on n'a pas le prix exact, là, mais on est dans les centaines de milliers, si ce n'est pas dans les millions, pour refaire des bordures correctes. Donc, devant ça, là, le conseil, je vous dirais qu'on était un peu embêtés à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut aménager. Là, on essaie de patcher en bon français, de trouver des solutions pas trop chères, mais on comprend que ce n'est pas l'idéal. Même refaire en asphalte, ça s'est fait à une époque où c'était une technique qui a disparu depuis, là, mais l'appareil qu'à l'époque qui faisait des bordures en asphalte, c'est plus préconisé, ça n'existe plus, donc c'est difficile pour faire une réparation minime, ça va toujours, mais
que vous décrivez, que vous constatez dans votre coin, parce que je vis dans le même coin, ça commence à être des... Il faut remplacer la bordure de section de rue, voire de la rue au complet. Puis là, ben, comme le maire disait, il faut arriver avec la technique sur des bordures en béton qui sont excessivement plus impliquantes au niveau financier. Ils vont réparer des années. Mais comme tu dis, ils ne réussissent pas à la mettre égale, fait que dès que la charrue va... Non, c'est ça. Ces tests-là sont avérés que c'est ça. Les réparations sont pratiquement inutiles. Là. Ça fait que je voudrais qu'on a embêté, puis je ne vous promettrai pas personnellement que ça va être réparé ce printemps. Ouais. Sinon, c'est ça, c'est couper l'asphalte, puis c'est un gros projet. Là. Ce qu'il aurait fallu, c'est que ça soit fait comme il faut initialement, mais là, on n'est pas dans... On peut pas refaire le passé, mais on continue à le regarder. Puis si on peut trouver une solution qui permettrait d'avoir quelque chose de plus agréable, de réparer au moins pour esthétiquement que ce soit plus beau, puis on va continuer d'explorer, là, mais effectivement, ce printemps, ça va être difficile avec une solution mur à mur. Oui, merci. Je vais y aller avec une question en ligne, puis après, je vous laisse les gens dans le salle s'il y avait d'autres questions. Donc, c'est concernant le centre, c'est M. Rémy, concernant le centre Léopold Leclerc. Avez-vous toujours l'intention d'adapter le deuxième pour les personnes à mobilité réduite? Et si oui, de quelle façon vont-ils pouvoir y accéder? La réponse est oui. Dans le projet, ce qui est prévu, c'est effectivement, on avait regardé initialement pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à l'aréna dans l'enceinte régulier. Si vous êtes familier, là, ça a impliqué une rampe pour descendre jusqu'au niveau de la glace. Ensuite, une autre rampe pour remonter dans les gradins. La configuration du bâtiment ne permettait pas de le faire. Sinon, on aurait pu faire des accès extérieurs aux gradins, mais là, les personnes n'auraient pas pu avoir accès aux toilettes qui ne sont pas sur le même étage. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rendre la partie mezzanine à l'étage accessible. Il va y avoir une rampe à l'extérieur. Les fenêtres qui sont à la mezzanine vont être remplacées par des fenêtres plus basses là, qui partent du sol. Donc, pour que si quelqu'un a un fauteuil roulant, mais puisse avoir une meilleure vision. Les salles de bain qui sont à la mezzanine aussi vont être refaites complètement et ça va être des salles de bain adaptées là, qui respectent les normes, les normes d'adaptabilité. Donc, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui était prévu dans les devis, puis on va continuer en ce sens-là, évidemment. Là. Donc, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui. En fait, la différence, ce qu'on ne veut pas, c'est que les roulottes deviennent permanentes. Donc, les gens s'installent et une fois branchés, en fassent un usage plus permanent ou encore à la loue. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est oui, les gens qui ont une roulotte, qui veulent partir, peu importe, peuvent brancher cette électricité pour faire fonctionner le frigidaire, mais c'est pour ne pas inciter les gens à être implantés. Puis à un moment donné, il faut mettre une limite. On s'est dit, ben oui, les gens peuvent remplir leur réservoir, pourront l'utiliser, mais pas brancher de façon permanente. Oui. Ben, c'est pour les raisons que je vous ai expliquées. Là. C'est parce que là, une fois que la hausse est installée, ben là, on implante, puis il y a des risques d'installer ça de façon plus permanente. Ce qu'on se dit, c'est que les réservoirs sont bons souvent pour plusieurs jours, si c'est possible. Je ne pense pas que vous auriez, je ne connais pas votre équipement, là, mais à remplir à tous les soirs un réservoir dans une roulotte. Là. Ce qu'on se dit, c'est que ça permet quand même à des gens, s'ils ont de la visite ou des amis qui viennent avec une roulotte, ils peuvent quand même accueillir et utiliser leur véhicule sans trop de restrictions, mais sans que ça devienne un peu permanent. Parce que vous trouvez que c'est restrictif d'avoir à remplir le réservoir? Mm-hmm.
La fausse réplique, complètement d'accord. OK. Mais ça, c'est pas d'accord. Oui. Ben, je comprends. C'est sûr qu'on l'a regardé, on s'est questionné beaucoup, électricité, pas électricité, côté de maison, avant, arrière, nombre de roulottes. À un moment donné, il faut mettre comme je dis. Oui. 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 D'accord, merci. Mélanie a mentionné qu'on n'avait pas fait un résumé de la question. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de résumer. Là. Il y avait la dernière question, c'était concernant là, le règlement sur les roulottes. Là. On a un citoyen qui demandait pourquoi la Ville ne permettait pas de laisser les roulottes branchées sur l'eau en continu. Je pense que vous avez entendu, j'imagine, la réponse que j'ai donnée, là, mais la question, c'était pourquoi ne pas permettre, parce qu'ils jugeaient que de brancher un réservoir, de remplir un réservoir chaque jour ou régulièrement versus de l'avoir branché en continu, l'impact était le même et était d'accord cependant avec la partie qui touche où on ne permet pas de brancher au système d'égout. Et puis, Je comprends. D'accord. Ben, écoutez, oui. C'est pour, je vous l'ai expliqué, c'est pour éviter que ça devienne des installations permanentes. Là. Tu passes des tuyaux permanents, puis après ça, ça, c'est le balcon, puis c'est le cabanon. C'est juste faut garder en tête que ça doit demeurer, doit être déplaçable. Je comprends que vous pouvez débrancher le tuyau d'eau, mais là, on arrête tout. Là. Si on permet d'avoir l'eau, ça devient difficile de mettre une balise, de mettre une ligne, puis c'est là où le conseil a décidé de la tracer, là, présentement. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, savez-vous que j'ai M. Rémy, toujours la même question là, en ligne, qui mentionne que ça va prendre une rampe de près de 100 pieds pour avoir accédé. Ben oui, écoutez, monsieur, c'est sûr qu'on a des architectes, des ingénieurs qui travaillent sur le dossier. Ça fait partie des conditions de base que d'avoir la mezzanine accessible. Là, je n'ai plus le détail des plans, là, mais assurément, ça va respecter les inclinaisons et les normes d'accessibilité universelle, là, mais il y a possibilité. Toutes les alternatives ont été évaluées, puis c'était celle-là qui était la mieux adaptée à notre bâtiment. Et toujours la même personne demande, est-ce que l'on a le droit d'avoir accès aux plans avant qu'ils soient acceptés par la Ville? Là, on a des plans préliminaires, là, les plans, les détails techniques. Je comprends que c'est pour l'enjeu toujours de la rampe d'accès, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des ingénieurs, des professionnels qui doivent respecter les normes là, pour un bâtiment commercial. Donc, on va s'assurer de respecter. Si vous voulez voir les plans, là, je ne sais pas si à l'heure actuelle, on n'a pas les plans complétés. Une fois qu'ils seront complétés, j'imagine que ça peut être public. Là, il n'y a pas. Vous pourrez passer les voir avant qu'ils soient acceptés. Nous, la Ville, on accepte, on reçoit les plans complets, puis on va valider là, s'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Mais oui, on pourrait vous présenter ces plans-là. Vous pourriez nous relancer, là, mais je ne sais pas, ils vont arriver quand, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça va plus être en mois, je pense. Ça va plus être en mois. Donc, que ça devrait arriver. Voilà pour ces réponses-là. Je vais y aller dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient d'autres questions? Oui, M. Mathieu? Oh, oui. J'aimerais savoir la consultation pendant un travail avec la mer en horaire posé. Oui, oui. Est-ce que c'est déclaré camping? Oui. Oui. Ça fait partie des zones où c'est permis, oui. Oui, ça, c'est ça. Ce que je disais là, au début, c'est que la plupart, le camping n'était pas permis dans la ville, mais était toléré. Là, on a voulu réglementer pour vraiment le permettre d'officialiser. Il y avait quelques zones où c'était permis avant. Là. Il y avait là où est le camping municipal, la rue du Quai et dans le secteur à face dans le secteur de la rue Jean-Landry, là, où était le camping à M. Bernard, entre autres Alphonse Bernard, là, ça,
Ça, c'était les zones de mémoire là, où c'était permis. Donc, l'ancien camping à M. Jean Lemaire, ben, face à M. Gauvreau. Ça l'était, puis ça l'est encore. Oui. Oui, il y avait un secteur, c'est vrai, chez M. Fernand Dion, là, à l'est complètement de la municipalité, où c'était autorisé aussi avant. Oui, eux, là. Non, c'est ça. Ils doivent respecter les normes du ministère. Ça, c'est le ministère de l'Environnement qui gère ce bout-là. Là. Mais oui, ils doivent être conformes. Ouais. Oh. Il n'y a pas beaucoup de campings actuellement qui sont conformes. Ça, c'est sûr et certain. Nous, on a 46 ans. Les gars, ils mettaient les chaudières. Ça fait encore la même chaudière que là. Ça, c'est réel. Oui, bien, la question, là, je vais la répéter pour les gens en ligne, c'était concernant les installations septiques pour les roulottes. Là. C'est un citoyen qui faisait état qui, à son avis, il y a plusieurs installations septiques qui ne sont pas conformes dans les roulottes. Ça, c'est vraiment, cette partie-là, ça relève du ministère de l'Environnement. Ils viennent à chaque année, quand ils ont des demandes, la Ville peut faire des demandes ou des citoyens qui le font. Ils disent, je ne suis pas sûr que mon voisin ou que cette installation sont conformes. Chaque année, ils font des tests pour s'assurer que les installations ne sont pas conformes. Et si ce n'est pas le cas, ben, eux ont des moyens légaux pour intervenir et pour exiger de remplacer. Là. Ben, je pense pas. Effectivement, là, je pense pas qu'il y a des responsables du ministère de l'Environnement qui passent systématiquement pour vérifier toutes les installations. Mais il doit en avoir qui ne sont pas conformes, je suis d'accord avec vous. C'est de la responsabilité, mais c'est de la responsabilité du ministère que de faire appliquer cette loi-là. Oui. Les roulottes, là, vous parlez, excusez, de la face de M. Gauvreau, là? Ben, en fait, si les gens n'ont pas d'installation sanitaire conforme, ils ont les réservoirs dans leur roulotte. Ils doivent vider les réservoirs. Il y a des systèmes de portables pour vider les réservoirs puis aller ensuite les porter. Puis, est-ce qu'ils ont des tuyaux de branchés? Ben, ce que je peux vous dire, je vais vous répéter ce que j'ai dit, mais c'est le ministère de l'Environnement. Encore l'année passée, ils sont allés vérifier un camping. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des produits colorants là, très, très, très puissants. Là. Ils mettent ça à la sortie de la roulotte dans le cas où il y a des installations. Puis ils regardent où s'il y a des déversements, si ces colorants-là se déversent dans la mer ou ailleurs, ils peuvent intervenir, mais c'est vraiment eux qui ont la responsabilité. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ne respectent pas la réglementation dans ce secteur-là, ça peut être vérifié. Ben, ils fonctionnent souvent sur s'il y a des plaintes, s'il y a des demandes. Est-ce qu'ils sont obligés d'avoir une plainte pour y aller? Je ne pourrais pas vous dire. C'est l'équipe qui sont. Ils peuvent y aller en tout temps. Là. Mais c'est des bureaux qui sont à Sainte-Anne-des-Monts. Puis on ne connaît pas quand ils viennent. Nous, on n'a pas de rapport à la Ville. Il n'y a pas d'exigence que de nous le dire, mais on sait qu'ils font des tests, ils font des vérifications, mais où, quand, à quel moment, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais, oui, il y en a. Oui, s'il y a des doutes de la Ville, notre responsable d'urbanisme est en contact avec le ministère de l'Environnement. On peut leur demander d'aller vérifier. Oui, ça se fait. Il y a des échanges qui se font. Puis, oui, tout à fait.
Pas obligé, ils peuvent passer, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir un signalement qui est fait par notre responsable d'urbanisme, peut les appeler pour dire, bon, mais tel secteur ou telle installation, je ne suis pas certain, pouvez-vous faire des vérifications, puis ils vont se déplacer, ils vont vérifier. Ben, donc, c'est comme ça que ça fonctionne présentement. Ouais. Mais la Ville, on ne souhaite pas tolérer ce genre de pratiques-là, puis il faut s'assurer que les citoyens respectent. Là. Tout le monde est égal vis-à-vis de la loi, il faut la faire respecter, mais je comprends que c'est un bon défi pour le ministère. Là. Je ne connais pas leurs effectifs, puis comme je vous dis, je ne sais pas à quelle fréquence ils passent puis où ils vont, là, mais ils font des vérifications sur demande ou de leur propre chef. Oui. Oui. Chez nous, le note, c'est pas mal. Je ne sais pas si tu as un droit à qui, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit, quand il est arrivé, il a dit, c'est un droit à qui. Certaines places. Certaines filles, droit à qui, un droit acquis, en fait, c'est lorsqu'une activité était permise, disons que vous avez une roulotte, la réglementation municipale le permet, puis la Ville change la réglementation et interdit cette pratique-là, qui était avant permise, mais le droit acquis peut s'appliquer. Là, vous pourriez garder votre roulotte parce que c'était permis. Dans notre cas, la municipalité, c'était pas permis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droit acquis, parce que ça n'a jamais été autorisé, ça n'a jamais été permis. On tolérait un peu, puis à un moment donné, c'est 1, 2, 3, 20, 30. À un moment donné, il y avait des roulottes partout, puis ça fait longtemps que c'est un problème, là, même. On retrouvait des correspondances qui remontaient à 2009, 2010, où là, le conseil réfléchissait à intervenir. C'est sûr que c'est un enjeu qui est difficile à aborder, qui est sensible, puis là, les conseils ne bougeaient pas, mais à chaque année, il se rajoute des roulottes, puis là, ça devient problématique. Donc, on se devait d'intervenir, à mon avis. Là. Mais, donc, la notion de droit acquis, je vous ai nommé tantôt là, les terrains, les sites où il y avait le camping était permis, entre autres là, dans le secteur du Vieux-Quai. Là, ça l'est encore avec une nouvelle réglementation. Mais si on avait décidé d'enlever cette zone-là des cartes, la zone du Vieux-Quai, les gens qui étaient là auraient été en situation de droit acquis, auraient pu continuer. S'il y avait eu un changement de propriétaire, bien là, ce droit acquis-là se perd de mémoire, s'il y a un changement de propriétaire. Bien, c'est parce qu'on a des gens qui ont des roulottes qui sont des saisonniers sur le territoire, qui sont implantés depuis longtemps. Puis, on ne voulait pas dire on a interdit les roulottes saisonniers partout sur le territoire, mais on ne voulait pas qu'il y en ait partout. Donc, ce qu'on s'est donné comme premier barème, premier critère, c'était de dire, bien, on va essayer de se garder un corridor visuel de 60 mètres de chaque bord de la 132 pour pas trop que ça ait d'impact visuel de la 132. Après ça, on a regardé, bon, où il y a des roulottes en général. On a essayé de circonscrire des secteurs où c'était plus une pratique habituelle. Puis la municipalité est divisée par zone. Fait qu'on est allé avec les zones déjà qui existent pour dire, bon, cette zone-là, ouais, il n'y en a pas de roulotte, ça pourrait être bon de ne pas le permettre. Dans les zones plus résidentielles, en tout cas, fait qu'on est allé avec différents critères. On a regardé beaucoup les cartes, on a fait des allers-retours, on a proposé. Suite au dépôt des projets de règlement, on a eu aussi des demandes de changement de zone. Il y en a qu'on a accepté, il y en a qu'on a refusé. Et on est allé comme ça. Là, sur cette base-là, à un moment donné, c'est ça, il fallait tracer une ligne, mais c'est un peu. Ça a été un exercice qui n'a pas été facile, là, qui a été très difficile à faire, mais à un moment donné, je vous dirais que 90% des roulottes sont régularisées. Là. Où ce n'était pas permis, maintenant, ça l'est pour la majorité des cas, mais il y en reste qu'il y en a quelques-uns, dont certains dans la salle, de ce que je comprends, qui se retrouvent dans une zone où c'est plus permis. Là, ce qu'on a à faire, c'est de voir comment on va l'appliquer. L'idée, ce n'est pas de rentrer là, déjà cet été avec des amendes ou des contraventions. Là, on va aviser les propriétaires et tout ça. Donc, on va y aller de façon graduelle, mais l'objectif, c'est d'appliquer cette réglementation-là. Monsieur Mathieu, je vous reviens. Vous aviez une question? Oui, j'aimerais avoir des précisions sur la politique de
ville, quant à ses contacts avec les citoyens. Parce qu'il est avéré au cours de l'année d'avoir transmis des courriels. Oui. Pour certains courriels, j'ai reçu des réponses et d'autres, je n'ai même pas reçu de courriels. Alors, j'aimerais savoir de quelle façon formuler de quelle façon un citoyen doit formuler ses commentaires pour être certain d'avoir une réponse. Oui. La question, je vais répéter la question, c'est de savoir s'il y avait une politique là, à la ville pour répondre aux questions, aux demandes des citoyens, parce qu'un citoyen qui disait qu'il m'avait écrit et qu'il n'y avait pas eu de réponse. Il n'y a pas de politique à l'heure actuelle. Je vous dirais que ça fait partie du travail qui est fait avec l'équipe. Là, je parle pour l'équipe de la ville, là, de mettre en place des procédures plus formelles pour faire des suivis, ce qu'on appelle des requêtes citoyennes, des demandes et compagnie. On a acheté un logiciel pour répondre, puis pour mieux structurer, puis s'assurer le suivi des demandes. Ça c'est pour les employés. Là. Moi, je suis dans une catégorie à part. Je vous dirais qu'il n'y a pas de réglementation. Ce que je vous dirais, c'est qu'habituellement, pas habituellement, là, en tout temps, je réponds aux demandes. Je suis tout à fait d'accord dans votre cas. Là, vous m'avez envoyé des courriels auxquels je n'ai pas répondu, puis je m'engage on pourra s'asseoir si vous voulez, puis on pourra. Mais ce n'est pas dans mon habitude là, d'être laxiste sur les réponses à des courriels ou des demandes, là, mais on va faire plaisir de m'asseoir avec vous et d'échanger. Oui, ce n'est pas juste une question personnelle, c'est une question de Ouais. la ville, avec le maire ou avec les conseillers ou avec les directeurs. Avec l'équipe, là, M. Audette est en train de mettre en place un processus, comme je disais, mais pour ce qui est des élus municipaux, chacun a sa façon de faire. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi qui. Je ne sais même pas si ça se ferait, en fait, même si c'est possible de contrôler, de dicter le travail d'un élu. C'est quand même. C'est des drôles de. Tout à fait. Tout à fait. Absolument d'accord avec vous. Non. Non. Puis comme je vous dis, je réponds. Il est arrivé, là, effectivement, m'avez envoyé des courriels, puis je l'ai encore dans mes listes, mais habituellement, je réponds tout le temps là, de façon diligente, là, mais je m'engage à vous répondre et à vous revenir rapidement. Est-ce que tu peux aborder un de ces éléments-là? Absolument. Ça concernait le balayage des rues. Oui. Qui, à mon expérience, se fait de façon à polluer la ville. Oui. Le plus souvent, ça se fait une belle journée ensoleillée, puis on balaie et on n'arrose pas. Alors que, donc, ça crée des nuages de poussière dangereuses pour la santé des citoyens, pour la propriété des bâtiments, pour la santé des travailleurs. Et il y a pourtant un moyen très simple d'éliminer ça. C'est ce qu'on retrouve dans les produits, notamment du ministère des Transports, c'est d'arroser préalablement au balayage, des surfaces, que ce soit un terrain de stationnement ou même l'entrée de maison. Et évidemment, la façon la plus simple, c'est de le faire le lendemain, au moment où il y a une averse, ou au lendemain d'une telle intempérie. C'est sûr que je crois comprendre que la ville donne des contrats à des firmes extérieures pour faire le balayage et eux, ils viennent la journée qu'ils peuvent. Mais ça ne peut pas y avoir dans vos devis l'obligation d'arroser. Oui, bien, je vais répéter la question encore une fois. C'est concernant le balayage des rues, à savoir si c'était possible pour la Ville d'exiger dans nos contrats avec des sous-traitants qui balayent les rues d'arroser pour éviter la poussière et tous les désagréments que ça implique. Ce que je vous dirais, c'est
essentiellement, c'est que l'entreprise qui le faisait cesse ses activités. Il y a un entrepreneur qui avait une machine qui faisait ce travail-là pour l'ensemble des municipalités du secteur. Ont décidé de cesser leurs activités. Donc, à l'heure actuelle, il y a des pourparlers entre municipalités pour se doter d'un équipement partagé en municipalité parce que ce n'est pas utilisé en tout temps. On pense qu'il y aurait moyen. On aurait probablement même accès à du financement pour la mise en commun de services. Donc, moi, ce que j'entends très bien votre commentaire, là, puis je l'entends, je n'avais déjà parlé à M. Audette aussi, là, mais assurément, on l'a en tête, puis on travaille. Ce qui se faisait avant, ça ne se fera plus comme ça. Donc, si on se dote d'équipement, il faudrait s'assurer, je suis d'accord avec vous, de pouvoir arroser et de minimiser les impacts négatifs. Est-ce que vous ne pourriez pas, de l'autre côté, utiliser les services de vos employés des pluies le lendemain de alors que vos employés ils ne peuvent pas faire des travaux de construction pour utiliser le palais? On pourrait le regarder, là. Je ne pourrais pas vous dire en détail. On a appris ça récemment, là. Donc là, on essaie de regarder les solutions. Puis moi, je retiens l'idée, l'objectif qui est d'éviter la poussière. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Est-ce que ça sera le lendemain de la pluie ou dépendamment? On ne connaît pas encore les montants des équipements, là, comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas vous dire ce soir, mais on le retient assurément. Oui, M. Landry, oui. On est une maison avec un vue sur l'eau. Cette semaine, c'est votre micro, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, pour travailler de la maison avec vue sur dehors, comme je disais, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, il y a eu une journée d'averse très, très forte, là. Et la ville a 2 véhicules d'hiver qui font les trottoirs, là, un rouge, là, qui a tendance à briser, et un bon. Puis, il y a plusieurs outils là, qui viennent avec ce véhicule-là, dont une brosse à balai mécanique. Puis, je sais que cette semaine, pendant l'averse, les trottoirs, notamment, ont été faits dans le secteur Saint-Omer. Puis, moi, j'ai vu l'employé municipal faire la rue Pichette, notamment, qui est ma rue, là, si on veut, là. Donc, il a fait, on va dire, 3 allers-retours là, pour faire la rue, donc avec un balai mécanique que la ville possède déjà, et puis en pleine pluie. Donc, pour aller avec vos considérations ou vos préoccupations là, par rapport à la poussière, aux polluants, et idéalement ne pas arroser parce qu'on profite de la pluie qui tombe, ben, ça a été fait là, cette semaine. Je ne sais pas, peut-être que l'équipement qu'on a, ce n'est pas l'idéal, c'est peut-être un peu petit. Je crois que c'est conçu notamment pour les trottoirs, là. Mais n'empêche, ce sont des employés municipaux là, qui ont fait ça la semaine dernière. Je ne sais pas à quel niveau, dans quelle ampleur. Je ne crois pas qu'ils ont fait peut-être toutes les rues, mais ils ont fait un bout au moins. J'avais des questions en ligne. Madame Degary, dans le feu de l'action, auriez-vous... Ah oui, j'avais oublié de répéter la question. Monsieur Mario Landry, pouvez-vous donner la zone pour laquelle les éléments demandés dans le référendum vont enlever? En fait, on avait eu 2 demandes pour changer les zones. La première, c'était dans une zone derrière l'hôtellerie Baie-Bleue, Manoir Belle-Plage, où il y a des campings, notamment de débordement. Il avait été demandé d'agrandir un tout petit peu, ce que le conseil a accepté. C'est vraiment une toute petite zone. C'est la plus petite probablement sur le territoire qu'on a agrandi un peu. La deuxième demande qu'on a reçue, c'était dans le secteur de l'Auberge des Caps. Puis ça, le conseil ne souhaitait pas agrandir, permettre les roulottes dans cette zone-là parce que pour respecter le corridor de 60 mètres, ce que je mentionnais tout à l'heure, puis aussi la proximité. Donc, l'espace est restreint là, entre la 132 puis les falaises. Donc, cet espace-là avait été, cette demande-là n'avait pas été changée. Et j'ai M. Landry aussi, de quelle façon la demande de référendum change les conditions pour l'installation de roulottes? La différence entre sans ou avec demande de référendum pour les zones concernées, quelles sont les zones? La demande de référendum a été faite pour les roulottes en maison. Donc, il y a des citoyens qui ont contesté les dispositions qui disaient qu'on avait le droit à 2 roulottes maximum, qu'elles ne pouvaient pas être branchées sur les services et qu'elles devaient être en cours latéral ou en cours arrière des maisons. Donc, avec le processus, c'est soit qu'on annulait tout le règlement complet, soit qu'on demandait un vote à totalité par référendum de la population ou qu'on enlevait ces éléments-là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'enlever les éléments que je viens de vous nommer. Et ce qui s'applique, c'est la réglementation d'avant, ce
que la réglementation d'avant dit, c'est un véhicule maximum, une roulotte maximum par terrain qui doit être au propriétaire de la maison. Et pour les terrains de 10 000 pieds carrés et plus, il peut y avoir 2 roulottes. Et on ne mentionnait pas, il y avait pas, c'était toujours pas permis d'être branché au service en vertu de notre réglementation. C'est bien ça? Donc voilà pour cet élément-là. Oui, cette portion-là, ça s'applique sur des terrains où il y a des maisons. Donc, si vous avez une maison, vous avez une roulotte, vous pouvez la mettre, mais à ces conditions-là. Puis le seul endroit où les roulottes peuvent être branchées en permanence, être implantées, c'est dans les zones permises. Et là, on vient mettre des critères sur dire la grosseur des bâtiments accessoires, les balcons doivent être de telle distance, la distance qui sépare les roulottes de l'extrémité du terrain. Donc, tout ça, on vient le baliser, l'encadrer pour mieux réglementer et assurer un meilleur partage de ces terrains. Donc, voilà. Je ne voyais pas d'autres questions en ligne. Pour les gens dans la salle, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Sinon, on pourrait procéder à la levée de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour terminer la rencontre. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Bonne fin de soirée.